L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. C'est vous, Monseigneur Perrier, que nous retrouvons pour la deuxième semaine. Voilà, on devait faire une émission, et puis en fait, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Et donc, on vous retrouve pour continuer à échanger avec vous sur votre passage ici dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, dont on va rappeler les dates, 1997 et votre départ donc en 2012. Oui. Vous me disiez au début de votre entretien que vous ne connaissiez pas forcément Lourdes, vous étiez venu en pèlerinage avec votre diocèse, mais vous ne connaissiez pas Lourdes. Mais vous êtes devenu un spécialiste de Lourdes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur Lourdes. Oui, parce que en restant longtemps, d'abord, on se rend compte que, au fond, c'est un peu dommage. Les gens connaissent pas bien. Alors que quelqu'un qui passe 2 heures, il trouve quelque chose, c'est parfait. Moi, j'ai rien contre. Hein. Je suis pas du tout. À Lourdes, je dis, il n'y a pas de touristes purs. À Notre-Dame de Paris, oui, il y a des gens qui viennent voir les rosaces, etc., et ils disent pourvu qu'il n'y ait pas de messe. Bon, à Lourdes, c'est pas comme ça. C'est du tourisme au moins pour voir un phénomène religieux, même si c'est des gens qui ne sont pas croyants, ils savent que ce qui est d'original à Lourdes, c'est pas l'architecture, ils sont pas là pour admirer l'architecture ou le chemin de croix, mais ils viennent éventuellement voir que qu'est-ce que c'est qu'un pèlerin catholique, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, les survivants, etc. Bon, donc ils sont tous un peu, ils sont pas tous un peu pèlerins, mais enfin, c'est pour ça qu'il n'y a pas de provocateurs à Lourdes. Il y a des gens qui sont mal habillés, effectivement, je comprends, parce que c'est des gens qui sont dans le coin, c'est compliqué, les manières, surtout quand il fait chaud, bon, c'est compliqué. Bon. Mais il n'y a pas de provo, non, c'est pas vrai, ça. C'est pas voulu pour provoquer. Non, c'est pas voulu. Alors qu'à Notre-Dame, ça peut l'être. Oui. Après tout, c'est nos impôts, enfin, vous voyez, puis c'est propriété de l'État. Là, on est chez nous quand même. De toute façon, c'est une propriété privée. Bon. Alors pourquoi j'étais pas raconter ça Pourquoi j'étais parti pour dire quoi On parlait du sanctuaire et vous avez écrit beaucoup sur. Ah oui, alors c'est ça. Alors la personne qui passe 2-3 heures et trouve quelque chose, c'est très bien. Oui, mais il y a des gens qui viennent tous les ans. Ils viennent tous les ans. Je disais, au fond, c'est quand même dommage qu'ils ne connaissent pas mieux le lieu où ils viennent régulièrement. Ce qui est remarqué, c'est vrai, le Parisien que je suis connaît mal Paris. Hein. On connaît Paris que si on a le cousin de province qui vient visiter. Bon. Et donc, oui, je me suis dit, je sais pas quoi, par exemple, les vitraux, prenons un exemple, les vitraux de la basilique supérieure. Alors, vous avez un répertoire qui suit en gros les apparitions et les premiers temps du sanctuaire jusqu'à vers 1870. Et puis vous avez la galerie haute. La galerie haute est très intéressante parce que ce sont les préambules, les préalables, je ne sais pas comment il faut dire, les préludes au dogme. Alors toute la partie gauche, c'est une série scripturaire, hein, depuis la Genèse. Voilà, jusqu'à l'Ancien Testament, etc. Et puis sur la droite, c'est au fond le Nouveau Testament et l'histoire de l'Église. Bon, et ça converge au fond sur le vitrail de la Vierge, l'Immaculée Conception. Personne ne sait ça, personne n'a fait attention. C'est dommage parce que les gens qui ont conçu cet espace il y a 150 ans, ils n'étaient pas plus bêtes que nous, ils avaient une certaine culture théologique, même si l'interprétation de la Bible, on ne l'interprète pas tout à fait de la même façon, mais enfin bon. Et le chanoine qui avait conçu le répertoire, la commande, c'était quelqu'un, je crois qu'il s'occupait de sourds-muets. Et donc, il était très sensible au langage de l'image, précisément. Oui. Et donc, tout ça, c'est vraiment pensé, voilà. Bon. Et donc, il y a ça. Et puis, alors, il y a l'autre idée pour laquelle j'ai fait une série de fascicules comme ça. On a fait une dizaine de présentations de différents. Et puis, aussi, donc, l'histoire du sanctuaire. Je me suis dit que c'est quand même dommage qu'on connaît. Alors, sur la période des apparitions, avec Laurentin, minute par minute, vous savez ce que faisait Bernadette. Depuis les ouvrages de Laurentin, qui ont maintenant 70 ans, 80, on n'a rien fait d'autre. On n'a pas trouvé un document nouveau. Bon, après, on peut le réécrire sans fin, mais il n'y a rien de nouveau. Bon. Et puis, selon l'âge qu'on a, on connaît plus ou moins la période contemporaine. Oui, mais entre les deux,
Or, quand même, être catholique, c'est aussi tenir compte de l'entre-deux, la tradition. Bon. Et donc, une fois le mandement fait, 62, mettons le premier pèlerinage, 70, 72, c'est encore vaguement un peu. Alors après, de 1872, mettons, jusqu'à l'arrivée de Théa, qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant 70 ans ? Bon, je trouve que c'est intéressant quand même de savoir ça. De vous y plonger. Voilà. Et alors, quand même, j'ai écrit. Et puis alors, c'est surtout quand j'ai continué à écrire une fois que je suis parti, parce que de trucs sont numérisés, donc j'ai pu faire des trucs étant parti. Et en particulier, il y a un truc que j'ai écrit, et là, c'était publié chez un éditeur qui est très très cher, donc le bouquin est trop cher. Mais c'est un bouquin auquel je tiens quand même, qui s'appelle Lourdes dans l'histoire, Église, culture et société. C'est en prenant des thèmes et de voir comment cette réalité, cet aspect de Lourdes a évolué sur... alors là, ça s'arrêtait sur 150 ans, un peu plus, quoi. Alors ça peut être la liturgie, ça peut être les jeunes, ça peut être les médias, ça peut être le rapport avec la ville. Il y a, pourquoi, une cinquantaine de thèmes que l'on suit comme ça. Voilà. Et puis donc, le tout dernier... Là, c'est que j'ai cité tout à l'heure, là, les retraites à Massabielle. Là, je crois que c'est un peu original, je crois. Un peu original. Alors, voilà. Bon. Vous êtes devenu le spécialiste aujourd'hui de Lourdes. Ben oui, parce que Tessonnière est parti. Ah oui, Tessonnière est parti, il a beaucoup écrit aussi. Oui. Et alors, vous avez encore un spécialiste oral, plus oral qu'écrit, qui est le Père Brito. Qui a fait d'innombrables conférences. Voilà, mais il est plutôt oral. Il est plutôt oral. Vous aviez aussi, parce que vous aimez l'écriture, vous aimez la culture, vous aviez mis en place, c'était à la fin de saison, des colloques. Ah oui. C'est les colloques. En fait, ça date de 2000. C'est-à-dire, pour l'année 2000, bon, il y avait dans les thèmes possibles proposés par le pape... il y avait l'Eucharistie. Et puis, je me suis dit, il faut bien faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, je ne sais pas. Comme ici, il y a l'adoration eucharistique qui ne s'est jamais interrompue, alors qu'elle avait complètement disparu de la pratique ordinaire des paroisses, etc. Bon. Et ici, ça n'a jamais... Bon. Et donc, je dis, tiens, bon, on pourrait pour faire quelque chose, quoi. On pourrait faire un colloque sur l'adoration eucharistique en prenant, d'une part, des lieux ou des communautés religieuses qui l'ont toujours conservé, évidemment le Sacré-Cœur de Montmartre par exemple, bon. Et puis alors, l'adoration eucharistique avait commencé à être redécouverte par les mouvements, en particulier charismatiques, renouveau charismatique et tout ça. Bon. Ce serait intéressant de faire se rencontrer les vieux et les jeunes, enfin bon, etc. Et donc c'est parti là-dessus, sur cette idée-là. Et alors, ça... j'avais dit, on fait ça une fois. Peut-être dans ma tête, je dis, si ça marche, on recommence. Si ça marche pas, c'est que le premier coup, ça n'a pas marché, on recommencera. Je sais pas ce qu'il y avait dans l'inconscient. Enfin, tout de suite, après, on a décidé de recommencer. Et on l'a toujours fait en copropriété ou en coopération avec soit un service national, soit une université, etc. Et là, pour l'adoration eucharistique, on l'avait fait avec le service national de pastoral liturgique et sacramentin, le truc national. Etc. Et puis on en a fait beaucoup avec les instituts catholiques, il n'y en a pas 50. Bon, on en a fait, en particulier, on en a fait aussi pour les instituts de théologie des religions, dont celui de Marseille, avec en particulier un certain Aveline, devenu cardinal depuis, il a dû parler 2 fois, voilà. Et donc on faisait ça. Et alors, ça ne traitait pas le thème de l'année suivante, ça parlait du sujet, si vous voulez. Et ça ne remplaçait pas les histoires de février, le guide pastoral, donc, ce qu'il fallait pour faire le pèlerinage. C'était plutôt un truc de culture beaucoup plus vaste, qui permettait aussi d'intéresser des gens qui n'étaient pas du pèlerinage, mais qui pouvaient s'intéresser au thème. Voilà. Et donc, on en a fait, effectivement, toute la série. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que très peu de gens refusent de venir, très peu de gens refusent de venir. Et ces gens qui étaient plutôt des intellos, là, plutôt des universitaires, souvent ils ne connaissaient rien à Lourdes. Et Lourdes, ça marche pour tout le monde.
Et donc ils étaient finalement contents de retrouver ce climat. J'ai jamais eu de ralente après. C'était assez œcuménique aussi, un peu interreligieux. Interreligieux aussi. Un peu, si ça dépendait des thèmes. Oui. Bon. Non, et puis je dis pour ici, ça aérait un peu, c'est-à-dire que, parce qu'il y a un aspect quand même très répétitif, encore moi je fais pas le travail au quotidien, mais c'est quand même assez répétitif, et donc je trouve que c'est quand même important aussi de s'aérer un peu l'esprit quand même. Quelle vision vous aviez, Michel Azot, à l'époque, qui était adjoint au maire, hein, du temps de Philippe de M. Artiganave, avait créé les Nuits de la Paix à Lourdes, avec des colloques aussi, des entretiens et un grand concert. Oui. Est-ce que Lourdes avait aussi cette vocation de parler de paix? De la paix, on l'a tout particulièrement. Alors, Lourdes a toujours été très en relation avec le fait militaire. Très en relation avec le fait militaire. Faut savoir que le premier grand pèlerinage, quand même, le rassemblement de foi et d'espérance 72, c'est pas tellement par rapport à la commune, c'est par rapport au désastre de 70. Bon. Et puis à la guerre de 14, on était ultra engagés. Il y a toujours eu des pèlerinages de retour, etc. Pareil pour la guerre de 39-45. Et puis, à partir de 1958, pour le centenaire, pèlerinage militaire international. C'est quand même à Lourdes que pour la première fois, des soldats allemands sont venus en uniforme. Ça s'était jamais fait. Ça se comprend. Non. Et il a fallu attendre, je sais pas quoi, 15 ou 20 ans pour qu'il y en ait sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Donc on a cette vocation. Parce que si on est lié à l'armée, on est lié à la paix. Parce que s'il y a des gens qui savent le prix de la paix, c'est ceux qui font la guerre. Bon, les vrais. Bon. Les chefs militaires, les grands chefs militaires, ce qu'ils cherchent, c'est la paix. Donc on est très lié à ce thème de la paix. Et puis alors, Monseigneur Théas était fondateur de l'organisme Pax Christi, qu'il a fondé avec une dame quand il était encore à Montauban, avant même que la guerre soit finie, dans la perspective de la réconciliation franco-allemande. Donc on a un peu ce-là. Après, l'histoire de la nuit de la paix, on a fait... En réalité, on a été un peu déçus. Ça ne s'est pas passé... aussi bien. Puis ça, après, donc, la ville, je crois, a continué à faire quelque chose. Est-ce que c'est les difficile, coproductions, les coproductions sont difficiles. Est-ce que c'est compliqué de travailler, par exemple, ville sanctuaire? Est-ce que c'est compliqué d'avoir des relations entre le monde laïque, où il faut aussi respecter la loi de séparation de l'Église de l'État? Là, ce que j'ai vu que c'est difficile, c'est que les attentes des uns, des autres, etc., ne sont pas forcément les mêmes. Sinon, avec les autorités, avec les municipalités, les tendances politiques ont varié, les rapports ont pu être plus ou moins proches, mais ils sont toujours restés corrects, courtois, etc. Bon, 1905, quand tout est nationalisé, ce qui est quand même invraisemblable, puisqu'il n'y a pas un sou de l'État, il n'y a jamais eu un sou de l'État ni dans les acquisitions de terrain. Les évêques ont tout acheté, c'est les pèlerins qui ont tout payé. Un peu de roulet quand même. Bon, c'est nationalisé. Mais et ça passe, comme c'est pas des cathédrales, c'est la ville. Et la ville, évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'elles en fassent des constructeurs? Et donc, elle se précipite à écrire à l'évêque, écoutez, on change rien, hein, on continue. Bon. Alors l'évêque répond, vous êtes très gentil, je vous remercie, etc. Mais c'est moi qui reste propriétaire, hein, le vrai. Hein. Bon, vous êtes propriétaire de par la loi, mais c'est une loi inique, scélérate. Bon. Bien. Alors, donc, les rapports ont toujours été corrects. Peut-être le rapport institutionnel le plus intense, c'est celui qui a abouti précisément à la construction de l'accueil Notre-Dame. Ça s'appelait la SEM de l'accueil, Société d'économie mixte de l'accueil. Et donc, c'était effectivement, la ville et les sanctuaires, chacun devait faire des choses. Ils se les payaient. On ne payait pas l'un pour l'autre, mais chacun se les payait. Mais on était ensemble. Et donc, nous, c'était principalement la question de l'accueil des malades, l'accueil dans des conditions dignes. Et puis, la ville, c'était les problèmes des parkings, la circulation et les problèmes lancinants. Voilà. Et donc, c'est là où on a été le plus proche, institutionnellement. Voilà. Après, si vous voulez, par exemple, vous avez évoqué les travaux pour la basilique du Rosaire. Les travaux pour la basilique du Rosaire aussi, la société. Alors, ça a servi, ça a servi aussi pour la basilique du Rosaire, effectivement,
parce que c'est un peu un monument historique. Bon, oui, c'est classé, il y a les mosaïques, tout ça, etc. Donc oui, ça a servi aussi. Et alors le fait d'avoir... C'était parfaitement réglo, légalement, je veux dire, génériquement, c'était très très bien fait. Bon, c'était pas un passe-droit, quoi. Oui. Et ça permettait des subventions européennes. L'Europe avait pas mal d'argent, un peu de subventions européennes, et puis des gens sur la TVA. Donc ça n'a pas payé. Mais plutôt pour l'accueil Notre-Dame, l'ensemble, ça a peut-être fait 25% du coût si on avait dû tout faire à notre compte. Enfin, il en restait quand même beaucoup encore à payer. Voilà. Et c'est le sanctuaire qui l'a payé. Voilà. Et donc, on a toujours eu des bons rapports. Moi, j'ai eu comme maire... quand je suis arrivé, c'était les dernières années de M. Douste-Blazy. Ensuite, j'ai eu toutes les années de M. Artiganab. J'ai toujours eu des rapports tout à fait corrects. Alors, il y a pas mal de choses qu'on a inaugurées ensemble. Comme justement, si c'était une coproduction. Par exemple, devant le Rosaire, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a sur le côté... Il y a un plan incliné pour que les voitures de personnes handicapées... Il n'y avait pas, ça n'existait pas. L'accessibilité, déjà, vous aviez mis en place. Ça n'existait pas. Et ça, en fait, c'était des travaux considérables, parce qu'il a fallu élargir considérablement le podium, si vous voulez, entre les marches et le portail, pour pouvoir... Parce qu'il s'étend deux trucs, voilà. Et ça a servi en particulier... Quand le pape Jean-Paul II est venu en 2004, parce que la petite voiture a pu passer par là. Voilà, le type d'une coproduction... Ville-sanctuaire. Mais alors, j'ai des remords publics. C'est que parfois, dans les coproductions, j'oubliais quand même de laisser parler monsieur le maire. Il m'est arrivé, je crois, une fois ou l'autre, mais ils m'en ont jamais voulu. Voilà, bon. Et puis on avait les vœux communs. Ah oui, c'était pittoresque. Ah, c'était pittoresque. Alors ça, c'était déjà en place quand je suis arrivé. Alors ils étaient communs, ville et sanctuaire. Et puis la cité Saint-Pierre. Après, parce que finalement, c'est les mêmes gens. Oui. En gros, qu'on invite. Alors bon. Et puis c'est vrai, on est quand même tellement imbriqués les uns dans les autres. Puis bon, et donc, moi j'ai eu ça quand je suis arrivé. Et puis ça s'est étendu aussi à la cité. Alors on tournait. Chacun son c'est année. Quand même quand tu étais au sanctuaire qu'on mangeait le mieux, que le buffet était le meilleur quand même. On notera. Et alors après, ça, c'est tout à fait logique. Une femme qui est le maire, madame, comment ça s'appelle, a souhaité les séparer. Non. Madame Bourdeux ? Oui, a souhaité. Ce qui est tout à fait logique. Mais les rapports sont restés aussi bons qu'avant. Mais elle a trouvé, il vaut mieux se séparer. Peut-être que la mentalité a changé aussi un peu. Donc. Mais on avait cette occasion-là, oui. Cette occasion-là. Voilà un peu pour le sanctuaire. Votre vision, du coup, aussi du diocèse. Vous avez fini, avant de partir à la retraite, vous avez visité tout votre diocèse. C'est-à-dire que... Quel était votre regard aussi avec le diocèse de Tarbes-Lourdes ? Alors, quand on est pris par tout ce que vous avez forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il vient, évidemment, on fait venir, il est nommé pour les sanctuaires. J'ai voulu donner un certain nombre de contre-signes. Alors, j'ai quand même beaucoup circulé. Mais vous allez pratiquement toujours, en gros, au chef-lieu de canton, quoi, aux yeux plus importants, pour la confirmation, pour le conseil de ci, de ça. Au début d'année, je faisais le tour des zones pour dire un peu comment se présentait l'année. Enfin, j'ai beaucoup circulé. Il n'empêche que, évidemment, quand les gens sont, je sais pas quoi, dans le fond de la vallée d'Or, évidemment, je suis plus souvent à Lourdes que dans la vallée d'Or. Mais si on fait le cumul de tous les temps passés pour les vallées d'Or, les baronnies, la Starac-Magnoac et tout, etc., ça fait sans doute autant que dans les sanctuaires. Mais c'est pas visible. Et puis si vous êtes dans votre bureau à Tarbes, bon, je passais pas beaucoup de temps dans mon bureau, c'est vrai, mais ça se voit pas non plus. Donc on a toujours l'impression qu'il est... Bon, d'accord. Mais quand même, j'ai beaucoup circulé. Et puis il y a énormément par rapport à autrefois, il y a énormément de conseils. Alors, le conseil presbytéral, le conseil de laïque, le conseil économique, vous avez plein de conseils, etc., où il vient aussi des gens d'un peu partout, qui sont des gens du diocèse, qui ne sont pas des gens du sanctuaire. Bon. Et puis, j'ai mis beaucoup d'assistance, je me suis beaucoup préoccupé du pèlerinage diocésain.
Et là, diocésain. Bon. D'ailleurs, j'ai choisi, ça tombait bien au point de vue du calendrier, pour mon départ, qui a servi en même temps d'arrivée de Monseigneur Brouvet, qui n'avait pas besoin d'être ordonné parce qu'il était déjà évêque. Bon. Et donc, on a choisi le 25 mars, qui était la date du pèlerinage diocésain. Ça permettait de faire, dans une célébration, mon départ, qui était expédié, l'accueil de son nouvel évêque et le pèlerinage diocésain. Le tout à la même date, dans les mêmes heures, et ça coûtait pas un sou. Puisque c'était le pèlerinage diocésain, ça ne coûtait rien. Bon. Oui. Et les gens étaient là, donc moi j'ai trouvé que c'était génial. C'était à la fois l'ancien et le nouveau, le diocèse et le diocèse et l'autre. Mais alors ce que j'ai voulu dans les dernières années, c'était que, c'est bien gentil, on va au Champ-Élysées. Oui, mais il y a 400 et quelques clochers, qui sont 400 et quelques communes. Et même si la commune n'a que 30 habitants, elle a son église et elle a son maire. Et il y a bien d'avoir 2-3 personnes qui s'intéressent à cette église. Puis il y a le maire, même, et surtout à la phase actuelle, où les municipalités s'engagent beaucoup pour l'entretien des églises. Beaucoup. Bon, alors ils ont des subventions, d'accord, quand même. Oui, parce que c'est un bâtiment communal, vous l'avez dit. Oui, ils sont que la plupart, parce que toutes ces églises sont d'avant 1905. Et donc je trouvais que c'était normal. En fait, j'allais voir les maires à ce moment-là. Alors, s'il y avait des chrétiens, c'était très bien, mais c'était pas une démarche pastorale, si vous voulez. C'était, écoutez, puisque nous sommes, c'est vous qui entretenez, nous on n'utilise pas beaucoup, on utilise quand même un peu. Et puis les gens y tiennent à leur église. C'est pour ça que, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, dès qu'il y a des référendums avec des maires, forcément, une partie de leur population qui dit on peut dépenser tout cet argent pour une église où les gens vont jamais. Moi, de toute façon, j'y vais pas. Bon. Et je m'y ferais peut-être même pas enterrer. Bon, c'est vrai, bon. Et alors, est-ce qu'il vaudrait pas mieux faire une piscine? Bon. Et donc, certaines fois, ou le stade. Bon. Et donc, à l'heure actuelle, si les maires font des référendums, ils disent non, on garde l'église. Ça sera peut-être pas comme ça dans 20 ans, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et alors, a fortiori, quand j'ai fait ça, donc il y a une quinzaine d'années, et pratiquement tous les maires étaient là, étaient un peu... Alors certaines fois, ils n'avaient jamais vu d'évêque, ils se demandaient ce qu'ils venaient faire. Il n'y a que 2 ou 3 qui sont sans motif réel. On dit que c'était pas la peine, que c'était pas la peine de se déranger sur leur emploi du temps. D'accord. Mais sinon, je restais pas longtemps. Hein. D'abord, c'est un truc que moi je reprochais d'aller trop vite, d'accord. Enfin, comme oui. Ça. Trop vite, j'ai resté 15 ans quand même, hein. Pas poussé. Votre départ, vous l'avez vécu comment? Ça on sait. Donc c'était pour Alors tout le monde ne le sait pas. Hein? Tout le monde ne le sait pas peut-être. Si, on le sait, parce que c'est 75 ans, et maintenant le coup près tombe clair. Et donc, 6 mois à l'avance, on écrit au pape pour lui remettre sa démission, pour lui offrir sa démission, et on vous répond, toujours la même lettre à peu près, que « j'ai le Monseigneur, je vous remercie pour tous les services, bon, c'est pas le pape lui-même, bon. Mais enfin, écoutez, tant qu'il n'y en a pas un autre, vous restez, quoi. Oui. Bon. Et donc, moi, je suis resté quelques mois, mais à peine, puisque j'étais début décembre, et la lettre de nomination de Monseigneur Brouvet, je ne sais plus quelle, et son arrivée le 25 mars. Donc, ça fait à peine 4 mois entre les deux. Et moi, je souhaitais effectivement que ce soit pas trop long, parce que sinon, ça fait des temps morts. Si vous savez que vous allez partir, vous n'allez pas engager des trucs... Bon. Alors, je dois dire que pour Siloé, je pensais qu'on était au-delà du point... qui était vraiment engagé. Bon, en fait, il a peut-être eu raison, parce qu'on a eu des années financières pas très bonnes. Bon, après tout, il a peut-être eu raison de faire comme ça. Revenons pas en arrière. Mais sinon, vous n'allez pas engager une action pastorale, ça s'étend forcément sur des années. Bon. Et puis pour les gens, il faut qu'ils sachent. Bon, donc je trouve qu'il vaut mieux que ce temps soit court. Donc j'étais... Oui, non, ça je savais. Puis ça je savais que du jour au lendemain, on n'a plus rien à faire, plus personne n'a besoin de vous. Mais on sait tout ça. Ça on sait. Oui. On sait, oui. Non. Puis j'ai pas un tempérament à déprimer. Donc vous êtes parti, donc quand vous avez j'ai parti le lendemain. À Limoges. Oui, je voulais pas revenir à Paris parce que... Pourquoi Limoges?
On va dire pourquoi pas Paris, d'abord. Oui. Parce que quand on revient sur le lieu où on a été, on risque de penser que c'était comme c'était. Mais non, c'est plus comme ça. Mais si vous n'y avez pas de responsabilité, vous n'aurez pas de moyens de saisir. Bon. Puis vous risquez de vouloir reprendre évidemment des relations, les amis que vous connaissez, etc. Mais ils ont éventuellement autre chose à faire que de s'occuper d'un retraité. Et puis il y avait déjà 8 évêques en retraite à Paris. Bien comme ça. Il y en avait 2 autres qui arrivaient en même temps que moi. Bon. Et donc Limoges, parce que dans ce coin-là, il y avait une maison familiale de vacances, où j'ai passé des mois, parce qu'autrefois, les gosses sont restés 2 mois. Enfin, oui, les vacances, les grandes vacances. C'est 1 an ou 2, puis après, bon. Et donc, je connaissais un peu la culture du coin. C'est un coin qui, déjà, quand j'étais gamin, était sans prêtre, ou très peu de prêtres. Maintenant, c'est commun partout, mais là, à ce moment-là, c'était même des situations... La Creuse, c'est la Haute-Vienne, mais la Haute-Vienne et la Creuse, ça marche ensemble. Et puis je connaissais la gare de Limoges, j'avais déjà vu une vache, enfin bon, donc bon. Ça va. Donc oui. Donc, mais j'étais à Limoges, dans une paroisse de Limoges. Et vous êtes toujours resté en lien avec Lourdes, puisque Très vous peu. avez écrit... Vous avez écrit. Voilà, vous avez écrit sur Lourdes depuis Limoges. Mais à distance. À distance. À distance, avec tout ce qui était numérisé. Et alors, une des raisons pour lesquelles j'étais revenu, c'est que, alors, pour le dernier volume, 1988 à 2022, les dernières années, il n'y a même plus Lourdes Magazine. Et avant, même les années de Lourdes Magazine, c'était plutôt un magazine, ça n'a pas remplacé tout à fait. Autrefois, il y avait les Annales Notre-Dame de Lourdes, une revue mensuelle, 60 pages, ça va. Et puis le Journal de la Grotte, toutes les semaines, tous les pèlerinages étaient répertoriés. Donc avec ça, vous avez une masse de... Bon. Mais pour la dernière période, il n'y avait plus ça. Et donc dans ce cas-là, il faut aller aux archives elles-mêmes. Et les archives, ça ne se déplace pas, les archives. Ouais. Ça ne se déplace pas, il faut y aller. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis revenu. Vous êtes revenu pour continuer à écrire et vous renseigner. Alors la raison que je donnais à Liba, mais pourquoi vous partez je disais, je serai enterré dans la cathédrale de Tarbes, alors je me rapproche. Je ne sais pas si vous vous souvenez que vous aviez organisé au Parc des Expositions un grand événement diocésain. Oui. C'était quelque chose d'atypique aussi d'organiser ça. C'était 2000, c'était pour l'année 2000. Et c'était, je trouve, la personne qui en était chargée était morte subitement, donc j'ai hérité théoriquement d'une vague responsabilité nationale pour le jubilé. Et donc, je me suis dit, si on veut que dans un diocèse, on puisse faire un rassemblement un peu de tout le monde, tous les gens un peu engagés, ils vont être dans tel groupe, dans tel mouvement, dans ci, dans ça, dans autre chose, etc. Donc si vous prenez un dimanche donné, on va vous dire, écoutez, monseigneur, on serait bienvenu, mais on ne peut pas, on a le congrès de trucs, on a le... Bon. Et donc j'avais réussi à convaincre tous les mouvements, y compris le pèlerinage de Pentecôte, de chrétienté, qui se fait toujours à la Pentecôte, de ne rien organiser à la Pentecôte, sur toute la France. Donc le dimanche de Pentecôte était sans organisation particulière, des ci, des ça, voilà, vous comprenez ? Et donc, y compris chez nous. Donc, alors, pour les grandes villes comme Paris, de toute façon, quand c'est la Pentecôte, tout le monde fout le camp, parce que c'est l'été, etc. Mais pour tous les diocèses un peu de nos genres, ça permettait effectivement qu'il y ait des gens qui étaient engagés, je sais pas quoi, à l'Emmanuel, à l'ACO, à n'importe quoi, etc. Voilà. Et donc ça, on a pu le faire localement parce qu'on l'a fait nationalement. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas prendre cette mesure pour un diocèse, parce que tous ces rassemblements, ils sont régionaux ou nationaux. Donc voilà. Et mon observation, c'est que le particulier l'emporte toujours sur le général. C'est-à-dire, si les gens sont dans un mouvement et dans un diocèse, c'est le mouvement qui le gagnera. Et donc, ça avait été un succès. Oui, c'était bien. Et alors, là, on avait, c'était M. Erassaret, qui était maire de Lourdes, qui avait prêté... De Tarbes. Et donc, qui avait prêté le parc des expositions. Et il avait même fait mettre les plantes vertes par les employés municipaux. Je ne suis pas sûr aujourd'hui on ferait ça encore. Ouais. C'était une autre époque. Et oui.
Il était communiste, théoriquement, Oui, il s'arrête. oui, oui. Et il était venu le matin. Puis, alors j'étais un peu honteux parce que le matin, il n'y avait personne. Parce que s'il est venu visiter à 8h du matin, il n'y avait personne. Ouais. Voilà, Il était donc venu. le matin, il y avait des stands pour être très chaud, puis il y avait une messe, un spectacle, alors, on fait quelque chose. Et alors, un truc qui m'avait amusé, c'est, donc l'après-midi, il y avait la messe sur place, donc il fallait le matériel liturgique. Le matériel liturgique avait été fourni par les sanctuaires. Et donc j'entends encore, à 1h30 de l'après-midi, je sais pas, c'est comme ça, il arrive une camionnette avec le matériel, et j'entends quelqu'un qui dit « Ah, c'est la grotte qui arrive !» Ah, d'accord. Parce que l'expression traditionnelle, c'était l'œuvre de la grotte. Oui. L'œuvre de la grotte. Alors, c'est la grotte qui arrive. Alors, oui, la grotte. On a déjà une grotte au Vatican, mais là, c'est la grotte qui arrive. Et oui, tout était venu depuis un camion, effectivement. Et oui, c'est ça, Tout- qui apportait tout le matériel. C'est la grotte qui arrive. Et je crois que c'est moi qui conduisais Ah bon le camion. Ah voilà, c'est à la l'époque, grotte qui arrive. avant d'arriver. Juste pour terminer, on vous posera peut-être la question pour terminer, votre plus grand regret, votre plus grande joie de votre passage ici, dans le diocèse de Tarbes-Lourdes et particulièrement à Lourdes. Avant cela, puisqu'on est à Radio Présence, vous êtes un homme de radio, vous nous avez toujours soutenu. Alors, je vais vous dire comment je suis devenu un homme de radio. Enfin, si on peut dire. C'est parce qu'à Paris, Cardinal Lustiger, quand il y a eu l'ouverture des radios, a voulu en avoir une. En se disant, tout va finalement se commercialiser, au début, on va nous demander des émissions, mais après, on n'aura plus besoin de nous, on nous virera. Donc il a voulu, dès le début, avoir une radio. Dès l'été 81. Bon. Et en septembre 81, il m'a demandé de faire la radio. De créer une radio. De faire la radio. Oui. Il n'y avait rien. Bon. Donc c'est comme ça. Bon, je passe sur les détails. Et puis, je m'étais dit, et surtout, vous savez, on n'aime pas savoir. Donc, je me disais, je ne parlerai jamais. Puis, je me suis rendu compte que c'est bien gentil, mais il faut remplir. Et oui. Et donc, voilà, je commençais, j'ai fait ça. Je l'ai dirigé pendant la première année, puis après, j'avais quand même du boulot. Donc, j'étais curé, puis après, j'ai fait d'autres choses. Bon. Et puis, quand je suis arrivé à Chartres, il y avait une radio, puis je suis arrivé ici. Bon. D'accord, donc, c'est... Et alors, d'ailleurs, Anne-Rose, qui est responsable, quand elle sait que je ne ferai plus d'émission maintenant, elle m'a dit, oui, mais c'est bien gentil, mais il faut trouver quelqu'un pour faire pour remplir les créneaux, quoi. Oui. Remplir les créneaux. Et vous avez toujours été fidèle, vous êtes arrivé ici, donc Ah oui. la radio était déjà créée quand vous êtes arrivé. Oui. Vous l'avez toujours soutenu. Ah oui, oui. Vous... Oui, parce que, alors, il y a d'autres médias. J'écris aussi, j'aime bien écrire, et puis il y a le matin, il y a l'internet, etc. Mais les médias ne se remplacent pas l'un l'autre. Ils ne se remplacent pas l'un l'autre. C'est pas vrai, ça. Ils sont C'est complémentaires. pas vrai. Ils sont complémentaires. Alors ils peuvent monter plus ou moins, mais voilà. Et la radio touche des gens. Puis on continue quand même un peu d'écouter la radio. Les fameuses, c'est la voiture et la cuisine. En gros, on sait que les gens on va pas s'arrêter devant son poste de radio. D'accord, c'est vrai. Mais en voiture, la radio, c'est quand même... Alors, vous pouvez écouter de la musique aussi, bon. Donc, il y a quand même des circonstances... Oui. Et finalement, on se rend compte que la radio, évidemment, c'est pas des grosses scènes, c'est pas des gros scores, mais quand même, ça passe pas mal. Et puis, il y a une autre fonction de la radio. C'est que, on l'évoquait pour les colloques. Je disais, les colloques, c'est très rare que les gens vous refusent de venir, hein. Ils viennent. Ouais. Et ben la radio, c'est très rare que quelqu'un refuse de venir. Très, très rare. Et même, j'avais éprouvé ça à Paris, parce que c'est un jeu. Ils se disaient, alors, le diocèse, comme j'étais chargé par l'archevêque, j'étais curé, donc j'étais un officiel, si j'ose dire. Donc, le diocèse sait que j'existe. Donc, c'est un signe de reconnaissance. Et je me rends compte, la plupart des gens, ils ne vous demandent même pas la cassette, ils s'en foutent, ils ont parlé. Et ils devraient être un peu plus soucieux de la diffusion et du financement. Ouais. Mais voilà, et donc cette fonction est très importante pour faire de la communion. Alors certaines fois, moi, il m'arrivait, parce que je faisais pas mal je fais parfois des trucs tout seul, où je m'interviewe tout seul, si vous voulez. Mais sinon, j'aime bien faire des interviews aussi. Et alors, certaines fois, le type dit, ou la femme dit quelque chose qui est pas catholique. Alors, je dis, écoutez, c'est ce que vous dites. Bon, vous savez bien que c'est pas la position catholique. Je dis,
Et puis dans les interviews, ça, des fois, les gens se traînent dans des phrases qui n'en finissent pas. Là, on résume un peu pour l'auditeur. Ouais, vous avez toujours été à l'essentiel. J'aime bien ça. Quelque chose. Je suis vulgarisateur. Le chapelet, la prière du chapelet ici à Radio Présence, qui aujourd'hui a une audience nationale et internationale. Oui. Ça y était avant, je crois. Ça y était quand vous étiez arrivé. Mais, non, c'était avant que moi, je crois. Non, quelques mois après avant, parce que c'était pas vieux. J'ai toujours été, mais ça je vais vous le dire, j'ai toujours été le chapelet, tout à fait. Quand j'étais, c'était radio, il n'y avait pas l'image, maintenant il y a l'image, c'est différent. Mais j'étais pas pour la messe. Oui, vous avez toujours... J'étais pas tellement pour la messe. À la radio. À la messe à la radio, j'étais pas... Vous avez changé d'avis ? Le Covid, je vois bien, quand même, ça a beaucoup servi à ce moment-là, mais ça a servi dans les deux sens. C'est-à-dire que, pour vous, ou bien même la messe de la télévision, le jour du Seigneur, après tout, il fait meilleur chez moi, je suis quand même mieux installé. Le sermon, j'entends d'abord, la personne lit bien. Ah oui, après tout... Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas revenus dans les églises parce qu'ils se sont accoutumés à la messe de France 2. Oui. Voilà. Bon. C'est un peu dommage. De toute façon, l'avantage de ma situation maintenant, c'est que je peux toujours avoir des avis, ça ne sert à rien. Je n'avais plus aucune autorité. Quoi. Mais vous avez... Allez, pour terminer, un regret et quelque chose qui vous a marqué, qui vous a vraiment marqué. Le regret, c'est forcément pour un évêque, je pense à peu près tous les évêques, c'est d'avoir ordonné peu de prêtres. Je ne sais pas que tout, je ne suis pas trop clérical, je crois, mais malgré tout, on est l'église apostolique, donc c'est les évêques, les prêtres. Donc, et c'est pas parce qu'il y a moins de prêtres que ça valorise les laïcs, c'est une bêtise, c'est mal calculé. Au contraire, les mouvements d'Action catholique, ils ont très bien fonctionné tant qu'il y avait des aumôniers qui pouvaient s'en occuper aussi. Bon. Donc, oui, c'est forcément... le plus grand regret. Et le souvenir le plus marquant, évidemment, c'est le pèlerinage de Jean-Paul II. Quoi. Oui, qui restera marqué dans votre mémoire. Parce que ça reste marqué un peu aussi, je pense, dans l'histoire de Lourdes, par le fait dogmatique que je rappelais tout à l'heure, voilà, et puis le témoignage rendu auprès des malades, des personnes handicapées, et du personnel aussi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Perrier. Je crois que vous partez maintenant sur... Argelès-Gazost, vous allez continuer tranquillement, mais vous allez... Père Amal a dit à Bernadette, votre mission à Lourdes est terminée. Alors Père Amal m'a dit, votre mission, Perrier, à Lourdes est terminée. Donc vous allez à Argelès. Merci beaucoup d'avoir accepté cette émission qui vous permet aussi d'avoir aussi votre point de vue sur ces années. À très bientôt peut-être, hein. On aura peut-être... je crois que vous aviez dit que vous vouliez plus faire de radio. Mais on ne sait jamais. Jamais dire jamais. Pire jamais. Au revoir. L'heure de pointe, Philippe Subercase.